Faut que tu nous racontes ton parcours. De pilote de chasse, enfin une formation de pilote de chasse, jusqu'à architecte, tech lead, cloud. Donc là, l'informatique, il était pas dans ta tête, on est d'accord? Pas du tout, pas du tout. Tu me confirmes parce que j'ai entendu une histoire, apparemment. Ouais. Faisal, il peut te Peut-être, faire une c'est partie d'échecs. À Juste avec la mémoire. À l'aveuglette, oui, énormément. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Uni5, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Aujourd'hui, on a, comme d'habitude, Abdelmoumen Hello, et Ahmed. une deuxième fois, Faisal. Comment vas-tu? Très bien. Et vous? Ça va? Bah très bien. Ça va super. Bah la dernière fois, on s'est dit c'était obligatoire de refaire un deuxième épisode parce que y a tellement de choses à dire et à Exactement. partager. Exactement. Bon, donc aujourd'hui, je pense qu'on va te laisser le micro, on va te laisser parler. Ah ouais. Bah oui. Je serais au moins chaud. Ah oui, bah là. Faut que tu nous racontes ton parcours. Tu nous Bah, as teasé la dernière fois. Alors le teaser, je rappelle le teaser, c'était Top Gun. Top Gun de pilote de chasse, enfin une formation pilote de Formation. chasse, jusqu'à architecte, tech lead, cloud. Allez, je te laisse Alors, parler. je commence un peu par le teaser. Donc, j'ai fait une formation sciences maths pour le lycée, donc sciences maths option B. En fait, on fait de dessin industriel à la place de faire de la science naturelle, en gros. Et c'était dans une école de formation militaire pour l'aviation, donc formation pour être pilote de chasse. Autour les métiers militaires, autour de l'aviation. Donc il y a aussi des mécaniciens d'avion, etc. Donc Et là, l'informatique, il n'était pas dans ta tête, on est d'accord? pas du tout, pas du tout. C'était pour moi, j'aimais énormément les maths, physique. Donc c'était un parcours de dire, je veux faire une formation, plutôt un baccalauréat sciences maths, et que l'objectif pour moi au départ, c'était de devenir un pilote de chasse et Incroyable, ouais, et ok. peut-être aussi de faire du Marvel et du Top Gun. Iron Man, tu vois. Voilà, exactement. Il est derrière Moomin pour info, hein. Il est juste derrière Ouais, toi si tu l'as pas vu. Donc après, les circonstances, ils ont fait que j'ai pas pu terminer un peu la formation pour des problèmes purement de santé. Comme on sait très bien, un peu un pilote de chasse, il doit être un peu vraiment très parfait en termes de santé. Et moi, j'ai eu un problème de santé, j'ai fait une petite opération, donc automatiquement, le parcours s'arrête Ah, là. c'est tombé à l'eau. quoi. Ouais, mais à ce moment-là, j'étais intéressé par tout ce qui est informatique parce que j'ai développé j'ai développé en Visual Basic à l'époque quand j'étais toujours en 6e année. Ah, C'est la première fois que j'ai développé dans ma vie. C'est vrai un peu avec Visual Basic, c'était un peu des petits boutons qu'on glisse, des petits codes, etc. À la Delphi. Ouais, bon, à ce moment-là, je sais pas, vraiment à ce moment-là, c'était juste pour le fan. J'avais un découvrais, voisin du coup. qui étudiait en France et qui faisait un peu du développement informatique. Et il m'a dit voilà un peu, il y a un truc qui s'appelle Visual Basic et je commence à développer. Sauf qu'en sortant un peu de cette formation, qui était une formation un petit peu aussi orientée industrie et développement d'industrie, donc j'ai switché du parcours un peu maths, physique, militaire vers un parcours de l'informatique industrielle. Donc je fais une formation d'ingénierie en informatique industrielle, ou plutôt électronique et informatique industrielle. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à développer, mais développant sous langage industrie, donc ce qu'on appelait à l'époque les GraphSet, les LD. C'est un peu des langages de programmation ciblés et dédiés un peu au domaine pur automate. Donc, programmer un automate pour un convoyeur par exemple de boissons gazeuses, etc., etc. pour expliquer juste un peu l'informatique industrielle, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu développer des automates pour que... En fin de compte, l'informatique Rapidement, industrielle, c'est le fait de programmer une automate qui est un PC fabriqué pour un besoin bien précis. Aujourd'hui, on a des PC et des téléphones, mais les PC et les téléphones, ils sont fabriqués pour plusieurs usages. On peut faire du bureautique, on peut faire du développement, on peut faire des bases de données, donc ils sont fabriqués pour être un multi-usage. En général, quand on part sur l'industrie, c'est un usage bien précis. Par exemple, j'ai besoin d'une automate qui détecte est-ce que les convoyeurs des boissons gazeuses lavent les bouteilles ou reclassent les bouteilles ou déposent les bouteilles. Donc c'est une fonction bien précise. Packaging pour m'en couper Voilà. et tout. Et ça, c'est des mécaniques qu'il faut automatiser et piloter. Et c'est une sorte de machine
mais qu'il est programmé et fabriqué, qu'il soit au niveau physique ou qu'il soit au niveau programmation, pour faire cette tâche industrielle. C'est ce qu'on appelle un peu les automates. Et automatiquement, il y a un langage dédié à ça, parce que c'est pas comme un PC où il y a un CPU, une RAM qui peut en gros être programmé via les langages qu'on connaît tous. C'est différent. C'est des langages dédiés à ce domaine-là. Ok. Mais après, pour faire une petite ligne, moi je me rappelle le premier exercice, c'était un peu programmé. Vous voyez un peu quand on rentre dans une pharmacie, un peu le petit logo qui circule à droite et à gauche, etc. Ça, c'était 1000 lignes, par exemple. C'était tout un. C'était de l'assembleur, ça. C'est l'assembleur, on était obligé de parler un peu aussi assembleur, parce qu'on parlait avec des c'est du bas niveau, en fait. Ouais, c'est des chipsets sur lesquels on programmait, ou des EEPROM à l'époque, ce qu'on appelait les EEPROM. Et on programmait dessus avec des langages vraiment très bas niveau. Donc de l'assembleur ou d'autres langages. Carte perforée aussi, non? Non, quand même pas. J'ai pas Il réfléchit, attention. Oui, j'étais intéressé énormément par la manière avec laquelle on peut exécuter du code. Et oui, j'ai étudié plein de langages à l'époque. Par curiosité, c'est intéressant parce que c'est la base, hein. Sauf que bon, le domaine de l'industrie, au moment où j'ai commencé, n'était pas quelque chose qui était très donné et facile à percer dans ce domaine-là. De le fait qu'après une réflexion et une discussion avec des gens de la famille, un peu famille proche, qui étaient à l'étranger, qui ont un peu vécu un peu. Là, on part sur l'année 2000. On est 2000. Ouais, là, on est en 2000. Ouais. C'est en 2000. Et à ce moment-là, il m'a dit... Mohamed, il venait de naître, je pense, à cette année-là. 2000. J'avais 2 ans. Pas aussi vieux que ça, là, ça me fait pas plaisir. C'est une cartouche pour faire ça, en fait. Mais à ce moment-là, j'ai parlé avec quelqu'un de la famille où il m'a dit non, peut-être c'est plus intéressant de s'orienter vers le développement web, le développement... à l'époque, il y avait le PHP... Mais t'as pris un risque, là. T'as écouté un gars. Ouais. Peut-être, ouais. Heureusement pour moi que je l'ai écouté aussi. Ah bah oui, après oui. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai dit ok, ça peut être intéressant, et j'ai fait une formation supplémentaire en pur développement applicatif. Mais tu t'es pas posé la question à un certain moment, tu dis j'ai essayé le pilote, après ça n'a pas marché, c'était pas ta volonté. Ensuite, informatique industrielle, finalement j'aime pas. Là tu as perdu quelques années, on va dire. Enfin perdre. Voilà, alors après, je sais pas si c'est vraiment après le bon des terme. Années, on va le voir un peu vers 2000, à peu près 2000. Il y avait un virage en 2006, un autre virage en 2010-2011. À ce moment-là, j'ai dit heureusement que j'ai fait ces petits virages au départ. Ça t'a servi plus tard. Ouais. Après, c'est vrai, sur le tas, sur le moment, oui, je me cherchais et je me dis est-ce que. Tu te recherchais, effectivement, tu te cherchais. Je perds pas du temps à commencer un domaine, laisser tomber parce que j'aime pas, reprendre un autre domaine, je laisse tomber parce que j'aime pas. Et c'est vrai que j'ai changé sur 5 ans, donc je parle là de 2002 jusqu'à 2007. Je crois que j'ai fait à peu près 5 domaines où j'ai eu la chance, où j'ai vraiment carburé à l'époque pour avoir les meilleurs certifs, les meilleures expériences. Et c'est un peu là où j'ai passé du développement applicatif, donc principalement à l'époque c'était du PHP et de l'ASP. Donc si on rappelle juste le contexte, parce qu'on a dévié, donc il y avait un ami ou un gars de la famille qui t'a conseillé d'arrêter l'informatique industrielle et passer à l'informatique web, on va dire. Big up à lui. Hein. Ouais. Ben, on peut le saluer. Hein. Gros big up à lui. Il s'appelle Youssef Eguider, qui est toujours au Japon, et je le salue parce qu'il m'a énormément aidé, énormément conseillé. Au moment où j'ai démarré, j'étais encore jeune, avec plein d'idées, plein de choses, et il m'a bien orienté. C'est la chance d'avoir un mentor. Ça, c'est le de vie, du coup. Merci toutes les beaucoup. expériences, du coup, sont bonnes à prendre. Exactement. Parce qu'on se rend compte souvent que quand on a des expériences et qui sont positives ou négatives, hein, des fois, tu vois, ça peut pas être concluant. Tu l'as mentionné. À court terme, elles sont négatives peut-être, mais à long terme, ça t'apporte. Tu vois, pour des raisons de santé, parce que tu vois, ton parcours s'est arrêté, etc. Mais on se rend compte vite, après, on va dire 5-10 ans, que les expériences, en fait, on a acquis des choses, sans forcément s'en rendre compte. On a acquis des choses qu'on utilise aujourd'hui, toi, moi, Faisal, tu vois, qu'on utilise, et qu'on a acquis dans des domaines qui ne sont pas forcément de l'IT ou autre, hein, tu vois. Il y en a qui ont fait commercial, il y en a qui travaillaient dans des épiceries, tu vois. Il y a plein d'expériences qui font que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est que j'encourage toutes les expériences, surtout, tu vois, quand tu arrives vers l'âge de 16, 17, à partir de 16 ans, j'encourage toutes les expériences. Pourquoi ? Parce que
faut tout essayer. Parce que si tu es cantonné juste à ton secteur, tu dis ok, moi je suis médecin, je fais que de la médecine toute ma vie, etc. Bah, tu n'es pas ouvert sur autre chose. Et peut-être demain, tu seras confronté ou tu auras un échec où ta carrière va s'arrêter subitement. Bah, en fait, tu ne seras pas quelqu'un polyvalent, tu vois. C'est-à-dire que tu ne peux pas rebondir. Tu n'as pas le mindset pour rebondir, pour faire autre chose. Ce que tu as évoqué, bah, tu étais sur un mode Top Gun. Ce qui est cool, hein. Franchement, ce qui est cool. Est-ce que tu avais les Ray-Ban ou pas? Les Ray-Ban, les aviators. Non, pas à ce niveau-là. Ah, on pas l'argent pour l'acheter à l'époque quand j'étais étudiant. Mais petite question. Ça aurait été cool. Du coup, ce parcours, on va dire, je sais pas combien de temps, 2 ans avec l'armée, on va dire. L'armée, non, c'était plus. L'armée, c'était 4 ans. 4 ans. Donc ouais, moi. Après, c'était le collège, plutôt lycée et une année de plus. Ouais. Donc, bon, avec moi, on a bossé avec toi. Ça veut dire qu'il y a un côté militaire chez toi. J'ai pas vu par contre. Voilà, on sent derrière. Il y a. Voilà. Une structure. Non, oui, une structure. Et tu sens que tu dépasses un certain seuil. Faisal commence à dire ah non, ça c'est pas possible. Tu vois le militaire qui sort à partir de certains seuils. Il sort pas tout le temps. Ouais, en fin de compte, c'est vrai que une formation militaire, au-delà de l'aspect militaire, ça reste parce que c'est une discipline, on s'arrivait tôt, on avait la formation. Alors, juste pour donner une idée, c'est que en plein lycée, le programme c'était, on se réveillait à 7h du matin, il y avait un peu d'entraînement, la formation c'était 8h midi, 14h, 16h, 19h30, 21h. Ah oui. Chaque jour. Il n'y a pas de suspense dans ta journée en fait. Parce qu'en fin de compte, on avait une obligation de revenir en classe le soir, donc à peu près 19h30 jusqu'à 21h, 2h30, où on préparait les exercices, on s'entraînait. Et ce qui était bien dans cette école-là, c'est que aussi ils nous mettaient à disposition durant cette période un prof de maths, un prof de physique qui est dans le cours. Ouais, tu avais du support du coup. Voilà, chaque fois qu'on bloquait dans un exercice, le gars il est là. Mais c'est vrai que la cadence était assez chargée parce que pendant 5 jours la semaine, bien sûr on ne fait pas samedi dimanche, mais 5 jours dans la semaine, le programme c'était à peu près 10h30 d'études par jour. Ouais, c'était assez rare. Ouais, c'est intense, hein. Plus l'entraînement militaire qui était un peu light parce qu'on était des jeunes étudiants en même temps qu'on avait un peu le cursus sciences maths. Donc oui, c'était assez discipliné, assez cadencé, qui reste et il restera toute la vie par rapport à ça. Ça reste, hein. Après, le militaire, ce qui te fait aussi apprendre, c'est avoir une vision, un objectif et avoir une stratégie. Et même c'est la raison pour laquelle, à l'époque, si j'ouvre une petite parenthèse, c'est un peu à ce moment-là où je commençais à apprendre les échecs. Exactement. Ah oui. Et j'ai eu la chance d'être classé le 2e de la région. Et bon, après, j'ai été classé le 8e sur le Maroc. Alors, tu me confirmes parce que j'ai entendu une histoire. Apparemment, Faisal, il peut te faire une partie d'échecs. Juste avec la mémoire. À l'aveuglette, oui. L'aveuglette, on appelle ça? Ouais, en fait, compte, c'est le fait qu'on peut jouer sans une table à côté. Je me suis renseigné, j'ai vu que ça existe. À l'aveuglette et il y a des championnats sur ça. En fin de compte, au moins on arrive à un certain niveau où on arrive à déjà mémoriser les ouvertures. Tu sais que j'ai testé? Ouais. J'ai essayé, hein. Moi, j'ai testé. 3 coups, je les tiens parce que c'est la même ouverture tout le temps. Ouais. Donc ça, c'est pas compliqué. Par contre, au-delà, quand tu vas plus loin, c'est plus compliqué. Au-delà. Quand tu vas plus loin, c'est compliqué. Du coup, t'arrives jusqu'à combien de coups? Après, c'est juste question je dirais pas de chance parce que moi, je dis avec l'expérience que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de chance, c'est juste question d'opportunité et de la saisir. Mais celui qui me formait à l'époque aux échecs, c'était le 2e au Maroc et il habitait très loin de chez moi et on faisait les entraînements chaque dimanche matin. Il est passé chez moi, il me récupère et on marchait presque 1 heure à pied entre ma maison et le club des échecs. Donc en marchant, c'est un peu là où il m'a expliqué un peu le principe de jouer. Il faut être conscient que moi je savais pas que tu peux jouer, il faut déjà être conscient de faire ça. Jouer aux échecs avec la mémoire. En fait, tu as des repères, il y a de A à... Tu as un peu de A à H et tu as de 1 à 8. Oui, tu as les cases au départ. Après, tu vas apprendre que par exemple E4, c'est prendre le pion, le mettre en 2 pions. Il y a E5. Je t'ai dit, j'ai testé. Mais au-delà de 3 coups, après, il faut que tu te rappelles là autant. Mais après, il faut savoir que c'est un bon exercice de mémoire. Niveau club,
aux échecs, au niveau club, tu dois au moins apprendre à peu près 5 ouvertures. Dans chaque ouverture, tu dois comprendre un peu 5, pas 5, 2, 3 variantes. Et dans chaque variante, tu dois apprendre les 10 premiers coups. C'est quoi ta stratégie préférée? Moi, je joue toujours l'Est indien. Alors, ça c'est en noir, par contre, oui. Ouais, la défense, alors, quand je suis en défense. Je suis un peu ancien école, je préfère la sicilienne. Ah. Ça reste une ouverture que j'aime énormément. Et si j'ai les blanches, le standard, je ne vais pas sortir un peu de la gambida. J'aime bien. T'aimes les échecs, toi, ou pas? Je joue, mais bon, je suis pas plus précis, mais ouais, c'est. Ah, mais c'est. Je joue, mais juste pour rebondir en fait sur ce que tu as dit sur l'histoire en fait de la mémoire, etc. Et j'ai vu la dernière fois, je joue pas trop aux échecs des fois, etc. Je connais les règles, bien sûr, je joue des fois, mais en fait ça existe. C'est que la dernière fois, le champion du monde actuel, c'est un Danois. C'est l'IA surtout. Ouais. Non, mais ces 2 dernières années, c'est spécial parce que. Magnus Carlsen, voilà. Alors Magnus Carlsen, ça fait 2 ans qu'il n'est plus parce qu'au moment où il devait normalement jouer sans titre, il a abandonné. Il a dit bon, je veux plus jouer aux échecs, j'abandonne. Donc. Ouais, mais lui, il applique ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il se refait des parties dans sa tête de A à Z, le mec. La visualisation. Ouais, c'est ça. Magnus, il est spécial. C'est-à-dire qu'il refait des parties. Moi, quand j'ai halluciné en fait. Je me suis dit mais c'est pas normal. Il refait des parties, pas une seule, plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il les a mémorisées. Et il le montrait, le mec, genre avant partie, il dort. Il dort, tu vois, il dort. T'imagines? T'as un stress de fou, t'as les speakers, t'as les machins. Et moi, je savais pas qu'il y avait des speakers. Coupe du monde de jeux d'échecs. J'avais pas moi aussi. T'as des analystes, t'as des speakers, c'est-à-dire qu'il y a un engouement. Les analystes, je regardais, mais les speakers. En fait, il y a un engouement. Pour moi, il n'y avait pas cet écosystème, tu vois. Il y a un documentaire sur Kasparov avec. Kasparov, c'était lui son entraîneur quand il était jeune. C'était lui l'entraîneur de. Il est incroyable avec Karpov, c'est ça. Ouais, les 2 Russes, à l'époque, c'était. C'est incroyable, là. Karpov et Kasparov, c'est un peu après. Il y a l'Indien Anand qui vient après pour essayer de faire sortir un peu le championnat du monde de la Russie vers l'Inde. Et après, bon, ça. Un peu, mais bon. Du coup, de aviation. Si on résume le parcours, j'ai remarqué un truc. Industriel. Attends, je termine. Informatique industrielle. Développement. Échec. Les échecs c'était avant, mais. Mais ça a commencé en parallèle. C'est-à-dire, c'est bien, t'as testé beaucoup de choses. Il y a un truc par contre que j'ai remarqué, t'as toujours un mentor. Enfin, j'ai remarqué. Ouais. C'est important parce que moi perso, je pense qu'ils sont toujours avec des mentors. Hein. Il faut être entouré des mentors. Sinon, ça va être compliqué de. Sinon, on va faire énormément d'erreurs et on va apprendre sur le tas. L'avantage d'un mentor ou d'un coach, c'est que un coach, voilà, le coaching. Il va d'avance de dire ça, c'est une voie que j'ai déjà testée ou quelqu'un d'autre il l'a déjà testé, ça marche pas parce qu'il y a X, Y, Z, il doit expliquer le pourquoi. Donc automatiquement, tu as acquis une expérience sans la faire. Parce que c'est assez important le rôle d'un mentor ou d'un coach, surtout dans cet aspect-là. C'est le fait d'acquérir d'une expérience que tu n'avais pas vécue. Il te fait gagner des années en fait. Hein. Ouais. Et ce qui explique ton côté, d'ailleurs dans ton LinkedIn, je ne sais pas s'il est toujours, mentor. Ouais, je le fais. Ça veut dire, parce que toi, t'aimes bien partager et tout. Il faut rendre un peu ce qui était donné. Donc oui, aujourd'hui, je suis je ne le mets pas dans LinkedIn parce que je préfère un peu que ça reste dans mon... privé, mon petit privé, mais je veux pas nommer. T'es pas en privé là par contre, il y a des caméras. Je veux pas donner un peu les noms, mais oui, je suis dans plein d'associations où j'aide les étudiants en difficulté, j'aide plein de monde en pur coaching parce que ça me fait plaisir, parce que tu as vraiment fait le focus sur un point qui m'a énormément aidé dans ma vie, c'est être entouré, avoir cette opportunité d'être coaché gratuitement, c'est important. Oui. Par des gens qui avaient assez de matière à partager. Et ça m'a trop aidé à tel point que oui, ça me fait énormément plaisir aussi. Et je te pose une question aussi, parce qu'il y en a qui ne sont pas coachables. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais il y en a, tu essaies de leur dire, non, fais comme ça. Non, ils n'écoutent pas. Il y en a qui n'écoutent pas. Je sais pas si vous connaissez autour de vous, mais on connaît tous le gars. Les petits enfants. Les enfants, ça se comprend. Touche pas au feu. Ils touchent le. Tu vois, ils se brûlent. Tu passes 8 heures aux urgences. Là, tu fais une analogie ou parce qu'il y a des gens qui sont responsables, ils sont comme ça. Hein. Ouais, mais tu sais, je t'ai dit là, les enfants, mais juste pour donner une analogie. Pas vraiment. Oui, ok. Pour donner une analogie, mais c'est vrai, il y a des gens en fait, tant qu'ils sont pas rentrés dans le mur, ils apprennent pas. Pour lui, la pratique, c'est le crash test.
C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il rentre dans le mur pour dire ah effectivement tu avais raison en fait. Moi j'ai ce côté-là, c'est bien de tester des choses pour comprendre. Non mais moi je suis coachable par exemple. Moi si. Je dirais il n'y a personne qui n'est pas coachable. Maintenant chacun sa méthode et oui il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir cette visualisation parce qu'il y a des gens qui arrivent rapidement à visualiser la chose. On leur explique 3-4 mots des choses, ils arrivent à visualiser dans leur tête donc il y a un feeling sur ce qu'ils arrivent à visualiser. Automatiquement, ils n'ont pas besoin de toucher, de tester. Il y a des gens que oui, et la visualisation, il est loin d'être une partie de bonheur pour eux. Il y a l'écoute aussi. Donc, il y en a qui ne savent pas écouter. Hein. Tu lui expliques, non, ils préfèrent aller... Peut-être que le coaching qu'il faut faire avec ces gens-là, il doit être différent de juste expliquer. Parce que, juste un exemple par rapport à cette théorie, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire, malheureusement on n'aura pas le temps de tout déballer, mais si je prends l'exemple de le dernier Coupe du Monde, l'équipe nationale marocaine. Un exploit. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de gens qui ne sont pas coachables. Mais l'entraîneur a pu les coacher. Et il avait dit une phrase qui m'a énormément sonné à l'œil, sonné aux oreilles, et qu'en même temps ça m'a énormément plus, c'est qu'il a dit il faut donner confiance et quand tu arrives à faire confiance à une personne automatiquement il te donne et là il peut écouter. En général pour pouvoir coacher ces gens qui ne sont pas coachables c'est qu'on a loupé un épisode qui est le fait déjà de gagner leur confiance parce que dès qu'on gagne la confiance effectivement, là, ça passe plus simple parce qu'il y a des gens qui ils n'ont pas confiance rapidement. Ouais. Et que automatiquement, quand tu leur donnes conseil, tu dis ouais, celui-là il va me casser la tête, je ne veux pas l'écouter, il ne sait pas ce que j'ai vécu, il ne sait pas mon expérience, mon cas est très spécial. Il y a le syndrome. Donc il va commencer à charger en disant ça ne sert à rien de t'écouter, donc il ne va pas t'écouter. Mais tu as le profil ou celui qui connaît tout. Ouais, mais ça je connais. Ça je connais. Non, mais ce mec-là, cette personne-là. Tu as la légitimité aussi, parce que tu as donné l'analogie du foot. En fait, c'est un entraîneur. On parle dans le foot, hein. C'est-à-dire que si on parle des joueurs aujourd'hui, pour qu'ils t'écoutent et on va dire pour qu'ils te respectent, etc. Tu ramènes Zizou, ça calme tout le monde. Voilà. Faut que tu aies une légitimité, c'est-à-dire que faut dire que moi j'ai gagné 3 fois la Ligue des Champions, j'ai mis un coup de boule à Materazzi, tu vois, j'ai gagné la Coupe du Monde 98, c'est ça en fait. Et les mecs derrière, en fait, ils vont te respecter. Ouais, c'est une légende. C'est-à-dire que quand tu vas leur dire, les gars, il y a ça aussi. Hein. Là on joue défensif. Bah, ils vont jouer défensif. Pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire que toi, tu vas venir, tu vas dire, ok les gars, moi j'étais 2e des échecs dans ma région, 8e au Maroc. Voilà ce qu'il faut faire, voilà comment jouer. Tu n'auras pas un mec qui va dire, bah non, en fait, non, je crois pas que ça va marcher, parce qu'il sait que toi, par rapport à ton je suis sûr parcours, qu'il y a un mec qui existe, il va on dire... On dit pas 100%. Non. On dit pas 100%. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Tu auras toujours des mecs qui vont... Bah, crash test. T'as le statut, c'est bon. On revient toujours. Même si t'es Zizou, il va te dire, bah moi je joue pas défensif, moi je joue offensif. Un rebelle. Ouais, c'est pas un rebelle. Franchement, c'est pas le rebelle. Hein. Pour moi, c'est pas un rebelle. Parce que le rebelle, c'est un mec qui sort un peu, on va dire, des règles. Mais pas, tu viens dans un contexte de foot, tu vas pas faire le rebelle. Oui, on est d'accord. Dans un contexte de coaching, tu fais pas le rebelle, tu vois. C'est juste, voilà, c'est une façon un peu d'entreprendre la vie, quoi. Mais... Tout à fait. Donc, si on... excuse-moi, je t'ai coupé. Non, donc si on revient un peu sur le parcours. Donc, formation militaire, avion, chasse et compagnie. T'as déjà monté dans un avion? Oui. Mais pas T'as piloté ou pas? Non, avant de prendre son diplôme, etc., on fait juste des entraînements sur des petites avions. Mais t'es monté avec un pilote derrière? T'as essayé un vol déjà pas les avions qu'on voit, c'est pas du Top Gun. Hein. C'est pas le Mach 3 et tout, pas non? le Mach 3 et compagnie, non. Ah. On le faisait, c'est comme si on est sur une voiture d'auto-école, mais pas une vraie, vraie Porsche ou autre. Mais tu sais, c'est une sensation aussi. C'est une sensation quand même. C'est une sensation de ouf. Mais voilà, donc c'est des avions d'entraînement. Ok, donc du coup, si on reprend pilote, formation militaire, pilote. Ensuite, les échecs, c'était un hobby en parallèle. Informatique industrielle, où on t'a conseillé de changer, t'as bien fait. Web. Tout à fait. Ensuite, tant que je voulais absolument avoir un peu le fameux titre ingénieur, Microsoft avait sorti... Là, t'as aucun diplôme jusqu'à maintenant? Non, j'ai eu mon Bac plus 2 en informatique industrielle. Ah, tu l'as eu quand même. Ok, ouais. Ça marche. J'ai eu mon Bac plus 2 en informatique industrielle. Mais tant que mon souhait au départ, c'était d'être ingénieur, donc je l'ai eu après des années, mais à ce moment-là,
J'ai entendu parler qu'il y a une certification, pas un diplôme, de Microsoft où il y a le titre ingénieur. Donc j'ai eu les yeux qui brillent. Waouh, je vais avoir quand même ce titre-là, même si c'est un certificat. Et à l'époque, il y avait, pour la version Windows Server 2000, il y avait le certificat, ce qu'on appelle MCSE, donc Microsoft Certified Engineer. Et c'est le terme ingénieur qui m'a attiré le plus. Et j'ai fait un peu le cursus de MCSE sur la version 2000. J'ai commencé à ce moment-là de faire du système. Donc Active Directory, parce que c'était la première fois que Microsoft fait sortir Active Directory, c'est la version 2000. Donc j'ai fait un peu. On est dans les années 2000 là, ça. En tout cas, la première version d'Active Directory, c'était avec le Windows Server Advanced Center de Windows 2000. Avant, c'était NT4, il n'y avait pas d'Active Directory dans NT4, etc. Donc c'est en 2000, la version 2000, où il y avait l'Active Directory. Donc moi, j'ai commencé un peu à me certifier à ce moment-là. Donc, certification, c'était un peu 7 cours, 7 examens, etc. Donc, c'était hardcore à l'époque. Ouais, c'était hard. C'était avec les gros livres, etc. Plus Internet, c'était pas. Non, là, tu galères, il n'y a pas. C'était les gros livres. T'as pas ChatGPT. Hein. Non. Là, c'est de l'archéologie en fait. Bibliothèque, les livres et tout. C'était les bouquins qu'on achetait ou des PowerPoint que le prof a le droit de partager, mais il n'a pas le droit de partager le PDF, il a le droit de partager le PowerPoint. Et c'était s'entraîner. Donc, c'est pas forcément que le cours. Il faut bien s'entraîner. Et c'est un peu là où, en moi, je dis s'entraîner. Ce qui était marrant, c'est que dans, je crois que c'était le 3e cours, je devais faire un lab sur l'Active Directory. Alors, l'Active Directory, pour l'anecdote, c'est qu'à l'époque, pour pouvoir le installer sur une machine, il faut que la machine ait une carte réseau parce qu'il doit pomper une adresse IP, etc. Donc, je fais des promos, j'ai une erreur, aucune carte détectée, donc l'AD ne va pas s'installer. Donc je cherchais un peu une manière de pouvoir installer mon Active Directory sur mon Pentium 2, j'avais un petit 2 à l'époque. Il n'y avait pas assez c'était mon home lab, donc j'avais pas de PC. T'as pas de carte réseau pour... Ouais, mais il faudra un switch, et le switch à l'époque il coûtait un peu cher. Oui. Un hub, s'il n'y avait même pas de switch à l'époque. T'es étudiant? Ouais, étudiant, déjà acheter un hub, je parle même pas sur un switch, un hub c'était cher pour nous. Avec les câbles et compagnie, c'était cher. Donc, moi, j'ai cherché à l'époque de trouver une manière de pouvoir monter la D. Et tant qu'à l'époque, il y avait énormément simulateurs de plein de matériel, comme émulateur de CD, émulateur de DVD, émulateur de carte, je sais pas quoi. J'avais tapé sur Internet à l'époque carte réseau virtuelle. Et hop, tu l'as trouvé. Après 2-3 recherches, je trouve qu'il y a un logiciel qui permet de créer 2 cartes réseau virtuelles. Super. Je télécharge le logiciel, je lance ça sur ma machine, je vois bien 2 cartes de réseau virtuelles, youpi, et je lance DC Promo, l'Active Directory s'installe, et j'étais super content. Exploit. Plus qu'un exploit, parce qu'on n'avait pas ni l'argent, ni le lab pour pouvoir faire des... Et la documentation surtout. Donc, c'est à ce moment-là où, quelques jours après, je partage l'information avec mes amis qui faisaient un peu la formation avec moi. Et il y a un qui vient me dire, oui, mais il y a un truc qui ne va pas avec ton logiciel. Je dis quoi? Mais il ne crée pas qu'une carte réseau virtuelle. Je dis, ça vient dire, j'ai lu la documentation de ce logiciel-là, et crée une machine virtuelle. Je dis, c'est quoi ce délire-là? Machine virtuelle, ça vient dire. Non, il crée une machine virtuelle. C'est un peu là où le nom de ce logiciel s'appelle VMware Workstation. Ouais. C'est là où ma première fois d'une découverte sur un logiciel qui permet de créer des machines virtualisation. Tu étais en mode chaman en fait, comme on disait la dernière fois, c'est ça? Tu testes des trucs qui marchent, tu as un pouvoir, une herbe qui a un pouvoir, tu sais pas lequel. Et c'est ça l'exemple. C'était janvier-février 2003. 2003, hein. J'étais dans les nuages. Et tu savais c'était quoi une machine virtuelle à l'époque? Ouais. Non, pas c'était... Je sais même pas c'est quoi. Ouais. La seule chose que je voulais à ce moment-là, c'est appeler des amis à moi qui ont leur propre PC. On a cotisé pour acheter un hub, on faisait un lab à 3 et on créait des machines virtuelles entre nous et on faisait des petits simulations, etc. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, heureusement, je faisais de l'informatique, développement spécifique, parce qu'à l'époque, il y avait une version spécifique de VMware Workstation où on devait développer en Perl, qui est un langage un peu spécial, donc en Perl pour pouvoir communiquer un peu les différentes machines. Donc c'était un exploit pour moi de pouvoir faire ça. Et après ça, donc vous avez compris un peu que chaque 1 an, 2 ans, moi j'aime pas plus le domaine, je switch. Parce que j'allais te dire, là t'en es où en fait? Avec tout ça, t'as un seul diplôme. Ouais. T'as quel âge, on va dire, à l'époque? J'avais quoi? J'avais 22. 22. T'as commencé à te poser des questions? Est-ce que...
Tu continues à explorer, tu te dis, je prends mon temps à explorer. Des petits jobs, développeur web pour une application X, Y. Tu n'étais plus étudiant à ce stade-là? Non, à ce moment-là, j'ai terminé mes études. Au moment où je commence à préparer le fameux MCSE de Microsoft, j'avais déjà eu mon Bac+2 en informatique industrielle, je commençais à travailler. Tu es autodidacte en fait? Voilà, en même temps, je travaillais, en même temps, je me formais dans le cursus MCSE. Jusqu'à un certain moment, j'ai dit, bon, ça m'intéresse plutôt un peu le développement applicatif et tout ce qui est système et réseau que de l'informatique industrielle. Donc après 1 an et quelques, j'arrête un peu mon job un peu en informatique industrielle pour switcher vers de l'administration système, etc. Donc tu es autodidacte en fait. Oui. En vrai, tu as découvert sur le tas et c'est la meilleure des formations. Il faut souligner le fait que les certifications à l'époque, c'est pas les certifications aujourd'hui. Ouais. Oui, apparemment ça peut prendre des mois. Tu sais, le MCSE à l'époque, c'était balèze. Hein. Pour être MCSE, Microsoft, il donnait des chiffres. C'était 3000, 4000, worldwide, 5000. Aujourd'hui, tu vois, ça se compte même plus. Mais à l'époque, ils disaient, on a un MCSE Windows Server. Tu vois, on a tellement de certificats. Ah ouais, c'était balèze, tu vois. Bah, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais... En même temps, MCB ID, le chiffre, il est sur 5 chiffres. Hein. Ouais. Ton ID, il est sur 5 chiffres. Aujourd'hui, MCB ID, on a déjà enlevé pour mettre que les emails parce qu'à on ne peut plus contacter. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que là, on voit que faire des grandes écoles, c'est une bonne chose, hein, je dis bien pas sûr, que... bien sûr. Mais ça veut pas dire que si tu n'as pas fait ça, c'est que tu as raté ta vie. Non. Et c'est exactement pour laquelle je dis tout à l'heure, j'essaie un peu de rentrer dans des associations pour aider des gens parce que eux, ils vont voir, ils disent oui, on a raté nos études. C'est ça, exactement. Je racontais mon histoire avec eux. Je dis, voyez un peu aujourd'hui, voilà mon à 22 ans, j'avais un petit diplôme, on va dire, de 2, Bac+2. C'est ça. Donc je leur regardez après. Prenez en considération que moi, quand j'ai démarré en 2002, quand j'ai eu mon premier diplôme, les gars, j'ai raté déjà ma vocation de départ que je voulais un peu faire pilote de chasse. Je repars. Ça t'a impacté un peu ça psychologiquement, oui, parce que c'est un truc que tu voulais faire, je pense aussi. L'été que j'ai passé dans ma vie, c'était l'été en 99. Ouais. C'était dur. C'était dur, hein, parce que c'est un rêve qui. C'est un échec en fait. Tu dis que c'est un échec quoi. Ouais, après non, surtout c'est pas ta volonté, c'est surtout ça. Bien sûr. C'est voilà. Tu fais une opération. Oui, c'était pas. Ok, donc maintenant tu rentres dans le monde du travail. Exact. Et c'est là, expertise, elle commence à... Le diamant, il commence à être taillé, on va dire. Enfin, il est brut, mais... J'avais toujours un peu cette balance entre dire je travaille sur ce que j'ai déjà acquis et je me forme sur autre chose parce que je n'arrive pas à stagner dans cette zone de confort. Ton cerveau, il a besoin de se nourrir à chaque fois d'un truc nouveau, en fait. Il doit toujours être challengé. C'est ça. Le fait que informatique industrielle, en parallèle, je faisais du développement applicatif normal et formation de MCSE, parce que c'était un peu les deux en parallèle. Je termine ma formation MCSE et on crée moi et des amis un centre de formation pour former d'autres gens et je commence à faire de l'entrepreneuriat à l'époque. C'était ma première société. Donc tu as commencé déjà, oui. Ouais. J'ai créé 2 qui n'ont pas marché, mais c'est une belle expérience. C'est ça le plus important. Ouais. Donc moi je suis un peu dans le mind américain. Un jour tu dis je veux lancer une entreprise, je dis combien d'entreprises tu as déjà rentrer dans le mur. C'est ça. T'as fait rentrer dans le mur. Tant que t'as plus, c'est que t'as beaucoup d'expérience. Ouais, c'est ça. Oui, en plus, ça me fait. J'aimerais bien un peu partager aussi les mauvaises expériences. Et bien sûr. Et ce qui s'est passé dedans, parce que ça permet d'éviter un peu des petites erreurs. C'est ça qui forge aussi. Voilà, donc on lance une société, je lance une société avec des amis, c'est un centre de formation et du consulting. Je commence à faire du consulting avec Microsoft à l'époque dans l'Afrique subsaharienne. J'ai fait des déplacements en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en plein d'autres pays. Et alors, ce qui était bien, c'est que juste après cette expérience, j'ai été contacté par une société espagnole qu'ils voulaient quelqu'un qui a un parcours assez atypique, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît plusieurs technologies et qui n'a pas de mal à sortir de son zone de confort ou d'apprendre autre chose. C'est un peu principalement le discours qu'on a eu un peu durant l'entretien. Et l'idée de cette société, c'est qu'il arrive à gagner pas mal de projets, des gros projets, principalement en Afrique subsaharienne. Et si je prends juste un petit exemple par rapport à une des missions qu'on a eues au Sénégal, par exemple, à Dakar, il partait de la sécurité physique via des caméras et un accès par empreinte à une salle machine.
à de la téléphonie entreprise avec du Avaya, à du vidéoconférence avec du Polycom, à du Cisco parce qu'on a installé aussi des PIX. Il y a plein de choses en fait. Et on a installé tout un système Windows dans l'Active Directory, Exchange, etc. Tu peux pas trouver un expert qui gère tout ça en fait, hein? Ouais, mais après, je n'étais pas le seul expert, il y avait pas mal d'intervenants avec moi, mais l'idée c'était quelqu'un qui arrive à... Il n'y a pas d'expert en fait, c'est quelqu'un qui est polyvalent. C'est un couteau suisse. C'est ça, exactement. Il n'y a pas besoin d'un expert. Hein. Donc, et dans cette expérience-là, j'ai eu à voir énormément de technologies, être formé aussi, parce que l'avantage dans ces structures, c'est qu'on nous formait aussi, c'est pas une jetée comme ça, donc on se formait par l'éditeur ou le constructeur de la solution, et après on part pendant 6 mois, 1 an avec elle dans le pays, et on est là pour pouvoir tout finir avant de partir. Donc, et durant cette expérience, j'ai eu à installer du vrai VMware. Ah, le vrai VMware. Là, tu savais que c'était un VMware. Ouais, à ce moment-là, oui. Ouais. Les choses sérieuses commencent là. C'est ça. En fin de compte, on a installé ESX à l'époque. Il n'y avait pas de petit i. Parce qu'à l'époque, c'était une console d'administration. C'était sous Red Hat à l'époque. Moi, ça me parle pas ce que tu me dis. Hein. En fin de compte, à l'époque, ça te parle, moi, ça me... Peut-être explique un peu c'est quoi aux gens qui nous regardent. Rapidement. Oui, bien sûr. En fin de compte, VMware, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup, c'est que c'est un logiciel, si on installe sur un système d'exploitation, comme Workstation, VMware Workstation qui est un peu plus connu, ou ça peut être aussi installé sur ce qu'on appelle un bar metal. Bar metal, ça veut dire installé sur un matériel, sur un système d'exploitation. Donc, à l'époque, VMware a sorti une version de son logiciel qui s'appelle ESX. Ah, d'accord. Pas de i. En fait, il fait partie de c'est VMware en fait. C'est VMware qui s'installe sur un matériel. D'accord, ok. Qui lui-même un système d'exploitation. Ok. La seule chose, c'est qu'à l'époque, pour pouvoir administrer ce système d'exploitation de virtualisation qui s'installe sur un matériel physique, pas sur un OS, comme Workstation, on avait besoin d'une console d'administration, celle qui permet de lire, pas de lire un disque, mais d'avoir des logiciels, de communiquer, donc un sorte d'OS. D'accord. C'est comme si on a dit, ESX c'est le kernel, si je veux un peu faire le parallélisme avec Linux, VMware ESX c'était le kernel, et pour avoir toute la couche OS dessus, c'était un peu une console d'administration, sauf que la console d'administration, VMware à l'époque, il avait fait une convention avec Red Hat, et c'était une machine virtuelle Red Hat. C'est comme si on installe le kernel et automatiquement il y a une machine virtuelle qui se crée, il y a un Red Hat dedans et il y a tous les outils d'administration du kernel. Donc ça permet un peu de faire une combine entre les deux. Parce que le jour où ils ont dit on a assez maturé notre kernel à tel point qu'il n'a plus besoin un peu en gros de cette console d'administration et ils ont nommé le ESXi, le petit i. Sauf que moi j'ai connu ça au moment où il était toujours sur Red Hat. Donc on a installé un grand opérateur télécom à l'époque où on a installé du VMware. J'étais certifié en stockage à l'époque, principalement du HP. Donc, les systèmes de stockage HP, je fais de EMC, donc pur stockage. Je fais de la voix sur IP avec Avaya. Ça, c'est partout en Afrique, hein? Ouais, c'était partout en Afrique. Il y avait donc du Dakar, voyageais, du Côte d'Ivoire, Abidjan, il y avait du Mali, il y a plein de pays. On part pendant 6 mois, 1 mois, ça dépend un peu des projets. Et on avait un dossier. L'architecture a été faite en Espagne par un architecte à l'époque, parce que nous, on était les consultants installateurs. Donc, lui, il fait l'architecture, nous, on prend l'architecture, on se forme dessus et on part dans le pays, on reste dans le pays jusqu'à qu'on installe tout. Et c'est là que tu t'es dit, je vais devenir architecte plus tard? À l'époque, j'aimais bien parce que le monsieur, il fait, mais j'aimais plus un peu mettre la main dans la pâte et apprendre. J'étais un peu... T'étais plus dans l'opérationnel, quoi. Ouais. J'aimais énormément apprendre à l'époque et il y avait chaque jour une technologie différente, ce qui me plaît énormément. Donc, j'ai eu à se certifier en VMware à l'époque, c'est la version 3. Mais tu te perds pas comme ça? Alors, il n'y a pas un certain moment où tu te sens... Sur le tas, non, parce que je capitalise pas sur ce que je faisais avant. À peu près, mais pas beaucoup, parce que chaque fois c'était une technologie différente. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2006 et en 2012, tout ce que j'ai vécu m'a facilité, par exemple, la connaissance sur le cloud. Parce qu'aujourd'hui, une grande partie des gens, si je veux sauter un peu rapidement, aujourd'hui, quand on part sur le cloud, la majorité des gens, c'est des utilisateurs avancés du cloud. Connaissent ce qui se passe en back. Ouais. Par exemple, savoir qu'il y a du BGP comme protocole de routage à l'intérieur, et ça quoi le BGP. Aujourd'hui, on fait un VNet et un Subnet, on s'arrête là, on fait un pairing et on est super content. Mais c'est quoi le BGP? Le VPN, en 2-3 clics, tu crées un VPN et connaître... on voit pas ce qui se passe derrière. Le stockage aussi. Le stockage, pareil. Les protocoles de stockage, c'est quoi la différence entre un FTP et un NFS ou un SMB? Toutes ces notions-là, l'avantage que j'ai, c'est que
quand j'ai fait cette mission, j'avais appris énormément sur. Tu as touché à tout en fait. Et même je suis certifié VMware et Cisco à l'époque, j'ai fait du CCNA, CCNP, je fais un CCE writing et j'ai jamais touché au lab parce que les gens que je connaissais qui ont passé le lab, ils ont raté, donc je dis je vais pas je passe pas le lab. Petite question. Ouais. Là j'ai remarqué, c'est vrai que tu écoutes les retours d'expérience des gens, mais t'as pas regretté d'écouter quelqu'un peut-être un jour, genre peut-être un truc où tout le monde n'a pas envie de faire, mais toi tu as envie de le faire et tu l'as pas fait parce qu'on t'a dit il faut pas le faire et tu as regretté. Après, c'est bien d'être à l'écoute. C'est pas question de regretter, mais en fin de compte. Il n'y a pas de regret après. Je dirais comme ça. J'ai commencé au départ par le développement, qu'il soit développement en informatique industrielle ou développement spécifique applicatif ou web. J'ai commencé par le développement. Et à un certain moment, au moment où je vais switcher d'un mind développeur vers un mind administration, sécurité, système, donc Windows Server, Linux. C'est deux mondes différents. La virtualisation. Donc il n'y a plus de développement. Il y avait un monsieur qui m'a dit non, mais c'est le développement, c'est plus intéressant parce qu'aujourd'hui on a des ERP, on a des systèmes embarqués, on a des CMS. À l'époque il y avait beaucoup de CMS parce qu'on développait des applications web, mais dès l'arrivée du WordPress, du Joomla à l'époque, du Drupal et plein d'autres CMS, dès que les CMS ils sont arrivés, il y a pas mal de gens qui faisaient du développement applicatif que le CMS il le faisait en 2-3 clics. Ouais. Je peux être juste un pur designer. Je fais du Photoshop, je fais un truc super joli, on voit. Je convertis ça en WordPress et le site est fait. Tu n'as plus besoin de faire du vrai développement applicatif ou développement web. Donc oui, à ce moment-là, il m'a dit oui, mais le développement, c'est pas intéressant, laisse tomber, passe au système. C'est vrai que le parcours que j'ai vécu à ce moment-là, c'était intéressant parce que je fais du cloud, etc. Alors, c'est là où aujourd'hui, je dirais un peu la balance en informatique a changé parce qu'à un certain moment, c'était les développeurs qui étaient bien cotés. Après, ça devient les gens de télécom qui sont bien cotés. C'est un peu les années 90. Puis après, c'était les développeurs qui sont bien cotés. Puis après, ça devient les administrateurs système, bases de données, virtualisation, cloud qui sont bien cotés. Et aujourd'hui, on revient que les développeurs, ils sont bien cotés aussi. Ça t'en est pas trop. Hein. Aujourd'hui, si j'ai resté développeur et j'ai fait énormément de développement, UML, à l'époque je fais de l'ASP, PHP, j'ai arrêté au moment où Ajax il est sorti. Juste pour donner un peu de tempo, c'est qu'au moment où Ajax il est sorti, où j'ai compris qu'il y a un mode asynchrone où je peux taper un A, il fait aller-retour, etc. Et c'était un peu en gros, l'Ajax c'était un peu l'ancêtre, un peu si je peux dire un peu du JSON. En fin de compte, c'est un JavaScript qui va renvoyer en mode asynchrone du XML vers un serveur qui soit PHP ou ASP, qui va faire un aller-retour sans qu'on lui demande. Donc, je n'ai pas besoin de rafraîchir la page pour pouvoir changer des choses. C'est un peu la magie qu'on avait à l'époque sur c'est une révolution. Ouais, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté le développement et j'ai switché en pur. C'est les prémices du single page un peu. Voilà. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui fait que c'est à ce moment-là où je switch. En tout ce qui est pur système, j'étais trop bluffé de l'intérieur, comment il est construite. La curiosité en fait. Ouais. Je fais du BGP. Je fais mon CCNA, mes CCNP qui est tout CCNA. Donc à chaque fois, tu certifies, j'ai remarqué. Ouais. Tu pratiques, tu mets à temps pour ton expertise. Tout à fait. Très bon remarque. C'est ça que tu. Parce qu'il y en a qui font des certifs pour avoir des certifs. Je sais, j'en connais plein où ils veulent. C'est bien hein, après. Hein. Moi, j'ai pas cette capacité. Mais il y en a beaucoup qui se certifient même sur des trucs qu'ils n'utilisent pas vraiment. Il y en a. Alors en fait, la certification, ça peut être un cursus académique, formation. Ça veut dire que je suis dans une école, je fais des labs, je lis un cours, je me certifie pour avoir une carte à jouer dans mon entretien ou dans mon CV pour être plus sélectionné que quelqu'un d'autre qui n'est pas certifié. C'est du branding. Ouais, c'est du branding. Il y a ce volet-là et c'est intéressant et c'est important aussi parce que tu fais quand même un petit stamp sur tes compétences, bien sûr. Tes compétences. Et il y en a mon parcours à moi où je reviens toujours à ce monsieur que je respecte, j'admire énormément, qui s'appelle Youssef Guider, qui était un peu mon mentor pendant des années quand j'ai démarré, où il m'a dit une fois, essaie de certifier au maximum que tu peux. Ah, c'est ses conseils à lui. Et il travaillait chez Cisco à l'époque. D'accord. Il travaillait chez Cisco. C'est là où je voulais en venir en fait. Et lui, il m'a donné ça et ça n'a pas... ça a trop tilté dans ma tête. Je dis ok, dans ce cas de figure, oui, c'est vrai que c'est intéressant que je travaille sur un truc, je me certifie dessus. Après, qu'on soit réaliste, ça c'est ce que je faisais au milieu, parce qu'au départ, j'ai jamais fait de l'administration système et j'ai fait de MCSE. Donc je l'ai fait en pur académique pour changer dans le domaine informatique industriel, dans le domaine système et réseau. Switcher.
pour faire ce switch-là, à part le développement applicatif où c'était du autodidacte, je téléchargeais des PDF et j'essaie un peu de faire des petits labs moi-même. Mais la partie administration, système et réseau et sécurité, une petite parenthèse que je faisais de la cybersec pendant des années et j'ai laissé ça comme transverse, même si je ne l'affiche pas comme spécialité, mais j'aime énormément la sécurité. D'où un peu la discussion regardez la première partie du podcast, c'était sur la sécurité. C'est quelque chose qui me bluffe comme manière. Je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Il y a le côté militaire en fait qui revient à la défense, non? Ça joue pas? Un peu. Ah oui. En fait, tout est lié, stratégie, les échecs, militaires, sécurité, c'est tout est lié un peu. C'est ça. En fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai commencé le développement applicatif via Visual Basic en 98 quand j'étais encore jeune. C'est à ce moment-là où plein d'autres personnes, j'ai commencé à comprendre c'est quoi le hacking. Donc on rentrait sur Mirk à l'époque, qui était Mirk quoi. Et il y avait des petits channels de discussion, il y avait des petits fichiers texte où on téléchargeait, on lisait un peu ce qu'il y a dedans. L'avantage de ce texte-là, c'était j'ai eu de la chance de connaître le hacking dans son vrai visage, qui était le fait de bien comprendre comment une chose marche et de ne pas s'arrêter sur l'interface et l'utilisation. Et quand tu le fais souvent, tu as toujours ce niaque d'apprendre, ce réflexe. Voilà. Donc oui, je crois que vous avez même remarqué qu'on a travaillé ensemble, parce que quelquefois je peux tilter sur un petit virgule à l'intérieur d'un... Ah oui, le sens de détail, tu essaies toujours d'hacker le truc, de casser le truc. Oui. C'est un réflexe de trouver la faille en fait directement. Voilà. C'est un peu là où je faisais un peu de la sécurité, où j'ai appris ce mind-là. Oui, je me rappelle, dans les DAT, je me disais, là il faut mettre le violet, pas le... les couleurs, les détails. Le bleu ici, sur les environnements. C'était quand j'ai commencé, je me rappelle. Ouais, bah oui, ça joue après. Et c'est un peu là où j'ai appris même le fait de changer un peu de domaine, c'est qu'à un certain moment, quand on arrive à comprendre comment le système il marche, de le faire une deuxième fois, une troisième fois, c'est pas mal, mais à un certain moment, j'aimerais bien un peu me challenger ailleurs, comprendre d'autres systèmes. Ah oui, il faut voir autre chose. Du Microsoft, des Linux. Bon, je ne me suis jamais certifié en Linux, même si j'adore énormément ce système. J'ai fait du Cisco avec du CCNA, CCNP, et chaque fois que je termine une expérience, je me certifie dessus. Alors, pour l'anecdote, c'est que j'ai eu une fois où il y a un ami à moi qui m'a dit oui, mais j'ai une mission pour toi. Je lui ai dit il y a quoi dedans? Il m'a dit il y a Oracle, mais par contre la société demande que tu sois certifié OCA, OCP, qui est un peu le certif Oracle. C'est quoi de lui, j'en ai des centaines de certifs. À moi et quelques, je me suis certifié en Oracle OCA et OCP, et j'ai fait cette formation-là. Mais du coup, question, quand tu arrives dans un entretien, comment tu te présentes? C'est assez compliqué. Sincèrement, c'est assez compliqué parce qu'une grande partie des gens, quand ils voient mon CV, ça peut se retourner contre toi. Hein. Oui, on peut se dire, ce mec-là, il sait pas ce qu'il veut, il est perdu. Oui. Est-ce que tu adaptes d'ailleurs ton CV ou pas, suivant l'interlocuteur que tu as en face? Bah, il faut. Je peux pas ne pas le faire parce que quand on a un parcours atypique comme ça, et que tu as une mission devant toi, tu vas pas mentir. Moi, je mens jamais sur mon CV. C'est juste que j'essaie de donner le bon filtre. Si la mission c'est pour faire je sais pas, de l'administration, bon, heureusement que ça fait des années que je fais plus ça, pour la simple raison c'est que je me spécialise dans un domaine qui regroupe tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc j'ai fait de voix sur IP, j'ai fait du routing switching, j'ai fait de la sécurité, j'ai fait du stockage, j'ai fait de la virtualisation avec VMware principalement, j'ai fait de l'administration système Active Directory. T'imagines un mec qui te raconte ça dans un entretien? Ouais, il va flipper par contre. Je crois pas que je vais prendre le poste. Non, mais même si toi tu fais passer un entretien à un gars qui te dit ça, tu dis lui c'est un mytho lui. En fin de compte, oui, mais quand j'ai de la chance de dire je me forme dans quelque chose, je prends un peu de l'expérience, je switch. Mais en même temps. Non, mais je te comprends. Hein, après, je parle juste, il y en a qui comprennent pas ça. Oui, non, mais tu as une crainte aussi par rapport au recruteur. Il dit, lui, en fait, il s'ennuie rapidement, en fait, aussi. Il dit, tu vois, par rapport, si on voit ça sur le CV, il dit, ok, je vais te recruter pour faire. Quoi? Non, je dis, ok, moi, je cherche quelqu'un sur Azure. Vu qu'on fait de l'Azure, bon. Il va dire, lui, il va passer un an, il va switcher, il va faire de la WS, tu vois. Il mais va faire GCP, mais après, je pense, on n'a pas continué ton parcours, je pense qu'on va revenir à ton parcours. Exactement. Après, tu as aiguisé comment elle est devenue. Là, on parle de. Tu étais encore jeune. Ouais. On parle pas de maintenant. Mais après, là, ton expertise, elle est killer et nette. Exactement. C'est de le fait, comme j'ai dit, il y avait deux déviations. En 2006, c'est un moment où j'ai commencé avec la société espagnole.
2006. J'ai commencé avec les Espagnols où, à ce moment-là, c'était vraiment la porte ouverte parce que la société cherchait ce type de profil. Ouais. Je faisais plein de technologies, je m'éclatais, etc. Fallait un gars... Je fais de la sécu, du network, du... multipotentiel, en fait. Fallait, Couteau suisse qui devait faire... Non, pas le seul couteau suisse, parce qu'on était quand même une équipe. Je ne veux pas dire un peu, je suis le seul qui a monté toute l'infra. On était 4 ou 5 personnes qu'on partait en mission comme des petits mercenaires. Et la mission, c'est que vous êtes 5, vous démerdez, vous terminez ça et vous rentrez. Les Avengers, quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Hein. Bah oui, Spider-Man et Iron Man. Et les autres. Et c'est à ce moment-là, c'est un peu le premier déclic en 2006, qui a passé pendant des années, j'ai aimé jusqu'à 2010. 2010, je rentre définitivement au Maroc, parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'international, donc je rentre au Maroc en 2010. Et en 2011, j'entends parler qu'il y a un truc qui s'appelle Cloud Microsoft. Ça s'appelait Azure ou pas à l'époque? Il s'appelle Microsoft Windows Azure et pas Microsoft Azure. Ouais, c'était pas Azure tout court. Il est créé en fin 2011. C'était tôt quand même, hein? Ouais. À l'époque, ouais. Ouais, moi j'ai commencé 2016, je me suis dit, je suis parmi les premiers alors que... J'étais parmi les premiers. Ah, tu me dis 2011 quand même. Ouais, mais 2011, il n'y avait pas une centaine de projets. Ouais, c'était le début. Une centaine de besoins, c'est que dans cette mission-là... Ça n'a pas explosé. T'avais AWS aussi. Ah, il n'avait pas la cote au départ. C'était un peu de l'Office 365 et un peu de l'Active Directory et 2-3 machines virtuelles. Il n'y avait pas une adhération... Il ne faut pas un peu flipper à un moment. Ma première expérience, c'était... principalement de la migration vers Office 365 avec l'Active Directory donc principalement et une machine virtuelle pour faire proxy des petits trucs et du backup sur Azure, c'est tout. D'accord, ok, c'était très basique. Ouais, c'était le standard, mais à l'époque c'était énorme en termes de technologie parce que c'est quelque chose qui vient de démarrer. Ouais, en 2012, je commence un peu vraiment à toucher du vrai Azure et parce qu'on a bien réussi un peu la mission, donc on a commencé en 2012. C'est là où je dis. T'étais au Maroc là, hein? J'étais au Maroc, tout à fait. En 2012, j'étais toujours au Maroc. Je viens de rentrer en 2010, j'ai rentré au Maroc, donc en 2012, j'ai dit waouh, c'est un truc qui me plaît énormément parce qu'en fin de compte, à la place de présenter mon CV en disant c'est celui qui a fait 15 000 choses et qui n'est pas stable dans qu'est-ce qu'il veut faire, à dire je fais de l'Azure et je m'arrête là. Parce qu'en fin de compte, quand tu dis je fais de l'Azure, ça inclut tout, quoi. C'est ça. Ça englobe tout. Je peux faire de l'advanced networking dedans. On peut faire du BGP, configurer des choses, faire du VPN. Je peux en même temps faire du stockage, même s'il y a une cause d'abstraction sur le stockage parce qu'on fait un storage account. Mais je sais c'est quoi FTP, SFTP. Bah, tu as tout le background en fait. SMB, voilà. Toutes les couches. Tu es dispersé, mais tu as récolté tellement d'informations que là, tu arrives à l'étape où tu vas utiliser tout ce que tu as capitalisé en fait. Sous ce background, maintenant, tu vas l'utiliser en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ce que tu as capitalisé avant. Hein. Ils ont un peu le cumul de tout ce que les circonstances, quand je dis j'aime pas trop utiliser ce mot de chance, mais plutôt un peu des opportunités qui se sont présentées et que tant que j'avais cette mentalité que j'aime pas trop rester énormément dans ma zone de confort, donc j'essaie un peu de switcher. À un certain moment, je dis waouh, c'est le même parapluie, mais en dessous, il y a tout ce que j'ai vécu. Il y a de la virtualisation. Il y a du management, il y a même du développement. Il y a dedans des web apps, de la sécurité. Il y avait dedans du stockage, du network. Et un peu, c'est la porte de Pandore qui s'ouvre. Et je dis, waouh, j'aime bien un peu ce truc. Je vais passer le reste de ma première expérience dessus. Sauf que, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de projets. Parce que ça vient d'arriver. Du Nord ou même dans l'Afrique en général, il n'y avait pas énormément de gros projets où on peut manipuler. Mais j'ai eu quand même la chance de connaître pas mal de gens qui m'ont fait confiance chez Microsoft, principalement. Parce qu'à ce moment, je faisais que de l'Azure. Je faisais ni AWS ni autre. Donc je faisais un peu ça. Et il y avait donc là, depuis 2010, tu n'es que sur Azure, en fait. Sur que Azure. Après, j'ai switché à un certain moment. Mais oui, 2010, j'ai commencé avec de l'Azure. Et j'ai resté pendant 7 bonnes années que sur de l'Azure. Et que de l'Azure. Je faisais. C'est là où la casquette expert, elle est enfin mise, on va dire ou pas? Sais pas. Moi, je dis, il n'y a jamais d'expert sur Azure. Ouais. Après, c'est large. Ouais. On arrive à comprendre comment la philosophie derrière un service Microsoft Azure il peut marcher parce qu'en général, la philosophie reste la même. C'est large. Hein. Mais c'est très très large. Azure, si je prends le marketplace, c'est un peu plus que 5000, 6000 services, donc c'est énorme. Non, c'est... Après, les domaines, ils sont. Aujourd'hui, les domaines sont énormes aussi. Il y a de l'infra, il y a de la data, il y a de l'intégration. C'est vaste. À un certain moment, il faut spécialiser sur quelques domaines.
Et aujourd'hui, je dis un peu dans ce que j'ai faisais jusqu'à un certain moment, ma spécialité, c'était principalement trois périmètres. Donc, sécu, parce que je faisais beaucoup de sécu, même si avec une casquette qui n'est pas forcément dans mon CV, mais je faisais énormément de sécu sur toutes mes expériences. Donc, je rajoute un peu l'aspect sécurité sur Azure. L'aspect pur infra, donc infra, on rajoute dedans les web apps, les publications d'applications, toute la partie stockage, etc. Et le troisième, c'est la partie data, que j'aime énormément aussi. Par contre, la data, c'est un peu récent. Ça fait 4 ans, 5 ans que je me suis intéressé de faire ça parce que je devais... Récent quand même, hein, 5 ans. Récent, surtout qu'à un certain moment, j'ai aimé énormément MapReduce, qui était un peu de Big Data, la première version de Big Data avec Hadoop. Et je devais normalement préparer mon doctorat sur ce domaine-là, sauf que... Attends, doctorat. Ouais, parce que donc, on a zappé un épisode là. On a zappé plein d'épisodes parce que durant... C'est une saison, c'est pas un épisode. Oh non, c'est vrai, toute une saison. Attends. Le dernier diplôme, tu as bac+2. Ouais, Monde professionnel. Ouais. Il s'est passé quoi après? T'as fait une équivalence peut-être et t'as voulu continuer? Non, pas du tout. J'ai fait quoi une licence professionnelle. Après, j'ai fait un master dans une université au Maroc. Et tu t'es remis? Je me suis remis aux études. Avant Azure ou après Azure? Alors, en 2010, donc avant Azure. Avant Azure, on va dire un petit peu avant. Ouais. En 2010, j'ai eu mon master dans une université au Maroc. Et après... D'accord. J'aime énormément lire et apprendre, donc ce qui fait que même si je fais mes certifs, j'ai aussi, je ne vais pas frimer, mais j'ai aussi... C'est pas de la frime, hein. Un master en gestion des entreprises, stratégie et gestion des entreprises. Ah oui, là t'es parti... Ouais, et là, normalement, je devais finir mon 3e master. Ah, tu continues là? Ouais, j'ai un master dans le CNAM de Paris en management innovation et management d'innovation. Alors, si j'écoute bien l'ancien podcast, Faisal il veut devenir architecte. Millage. Non, entreprise. Millage. Oui, il y a ça aussi. Ouais, millage. Est-ce que... Oui. Est-ce que c'est ça ou pas? Allez, on va pas... On te laisse finir, après on en parlera. Ça, c'est un peu... Non, mais c'est bien. Moi, sincèrement, j'aime bien énormément lire. Donc oui, je m'arrêterai jamais à me certifier ou préparer des diplômes. C'est pas pour avoir des diplômes, mais... ça te stimule en fait, tu as besoin de ça. Donc là, oui, cette année-là, en plus, je viens de créer l'association d'innovation de CNAM. Et durant cette formation, j'ai appris énormément aussi sur des choses que j'ai jamais su avant. On apprend toujours. Les méthodes CECA, après des méthodes comme Design Thinking, je le connaissais avant, mais là on a fait des formations avancées dessus, donc c'est des choses qui sont assez intéressantes pour pouvoir faciliter la partie soft skills et innovation, au-delà de l'aspect un peu purement technique. Si on revient maintenant... Si tu pouvais résumer ton parcours là. Ce que j'allais dire, voilà. Si tu pouvais... C'est un peu... Moi j'ai 2 mots qui me viennent, puisque je t'écoute depuis tout à l'heure, je ne vais pas t'interrompre, j'écoutais, tu vois, je m'inspirais aussi. Moi j'ai 2 mots qui me viennent, d'accord? Vas-y. C'est agilité et adaptation. Moi je dirais... Toi, ta vision, comment tu résumerais ton parcours, on va dire pas en 2 mots, mais plus ou moins en fait, sur 2-3 phrases. Un seul mot, mais ça va être ne jamais rester dans sa zone de confort. Ouais. Je suis un peu la personne qui n'aime pas trop rester dans un zone de confort. J'ai remarqué aussi, au-delà de ça, c'est que t'as un truc, c'est la curiosité aussi. Oui. En fait, c'est ça qui te fait sortir peut-être de la zone de confort. Mais c'est la passion aussi. Si tu suis le truc, tu te retrouves hors ta zone. Il y a ça aussi ou pas? Il y a ça, et après, ce qui est, je dirais, un petit peu de chance, c'est plutôt aussi toujours question d'opportunité, c'est que chaque fois que je suis dans une mission ou dans une entreprise, j'essaie de côtoyer beaucoup de gens et que j'essaie d'écouter ce qu'ils font et j'essaie un peu de comprendre ce qui les inspire aussi. Donc ça te fait ouvrir aussi ton esprit sur d'autres domaines, qu'il soit le domaine data, par exemple, à ce moment-là où je discutais avec un prof universitaire où il me parlait sur les recherches en AI, en recherche en Big Data. Il vient de démarrer le Big Data avec Hadoop et MapReduce à l'époque. Et ça m'a inspiré un peu cette philosophie des workers et d'un contrôleur et des workers. Et là, c'est parti pour un doctorat, un master après. C'est pas mal un peu comme idée. Et t'es parti. Surtout que
J'ai resté sur ma fin, si je reviens un peu. Il y a toujours des petits points qui se lient. En fait, quand je préparais mon Oracle, il y a un certain moment où Oracle il part sur où il fait un J dans le nom. Donc il y avait Oracle 10G, 9i, il switch après on dit G, et le G il dit c'est grid. Donc un peu les computes en mode grid. Alors j'ai jamais compris c'est quoi. Donc je dis oui c'est intéressant, mais c'est quoi ce délire. Mais au moment où on parle un peu sur le fait de parler sur des workers, des contrôleurs, etc., ça va expliquer un peu le mode distribué. En fin de compte, tu peux avoir un mode distribué, qui soit de base de données, de système, etc. Et dès que j'ai une petite lumière qui dit oui, c'est intéressant ce sujet, oui, malheureusement pour moi. Et là, c'est parti. C'est parti pour. C'est un peu la casquette hacker. Je dois comprendre ce qui se passe là. Après, bon. Non, tu dors pas la nuit. Non, je dors quand même. Pas beaucoup, non, mais c'est très intéressant. Du coup, si on résume un peu le parcours, donc tu es passé. Ça fait la troisième fois que je résume, hein, parce qu'il faut. Pour que les gens qui nous suivent. Donc, militaire. Développement. L'aviation. Après, voilà, ça pas pour des raisons de santé, on va dire, tu as switché développement informatique industrielle. Hop, tu switches développement web. Ah. Et là, tu découvres qu'il y a hardware, là, côté système et tout. On t'embauche en tant que mercenaire. C'est vraiment pile poil ce que tu cherches, ce qu'il faut. Tu t'adaptes à tout. Hop, tu pars partout en Afrique. Tu reviens, tu découvres le cloud. Magnifique. Ça, tout le bagage que tu as eu pendant ton expérience va te servir, on va dire. Hop, tu te fais un master. Là, tu es à fond sur le cloud. Et là, si on revient les 2 dernières années, on va dire, ou les 3 dernières années, où ton expertise, maintenant, elle est plus aiguisée. Ouais. Donc maintenant, si je te dis Faisal, entretien, présente-toi. Waouh. Je veux dire, maintenant, si je dis Faisal, t'es qui? Alors, j'essaie un peu de rester focus sur de l'architecture cloud, pas que Azure, donc Azure AWS principalement. Mais j'ai toujours un intérêt pour tout ce qui est sécurité. Donc j'essaie un peu de faire sortir plus de temps. Pour le moment. C'était la data quelques temps. C'est le seul domaine qui est resté pendant tout le temps. La sécurité, c'est resté. En fin de compte, oui, j'aime énormément un peu ce mind hacking dans la philosophie d'apprendre et de comprendre comment le système il marche. D'ailleurs, tu fais des conférences sur ça et tout. Oui, je viens de faire une conférence que c'était une grande richesse en termes de... Tu as fait des rencontres incroyables en plus. Ouais, tout à fait. Allez, un petit mot sur ça, quoi. Avec plaisir. En fin de compte, j'ai eu la chance à être invité pour une conférence au Maroc juste la fin de la semaine dernière, où j'ai eu la chance aussi de côtoyer, bon, je devais un peu faire 4 présentations parce que c'était des tables rondes. 4 présentations? Ouais, bon, en tout cas le programme était super chargé, et dans ce programme-là, j'avais 4 tables rondes à animer. Et durant ces tables rondes, j'ai rencontré beaucoup de personnes que je connaissais, des amis, mais aussi des gens que... et surtout, il y a 2 personnes qui ont vraiment... ont marqué, on va dire. Il y avait Shamir Amir, qui est un peu le numéro 3 des bug hunters, en fin de compte, dans le classement des chasseurs de bugs. Chasseurs de bugs. En fait, on dit le top 10, top 15 des hackers. Quand je lui ai posé cette question, il m'a dit qu'il n'y en a pas vraiment de top 15. Donc, c'est, en fin de compte, les hackers, un des classements, c'est le nombre de bugs non connus. Donc, il n'y a pas de CVE, comme on dit. Dessus, qu'ils ont été trouvés forcément avec un NDA. Ils doivent alerter la société concernée et tout un programme. Donc, ces messieurs-là, il était super, sincèrement, être classé le 3e moment, parce qu'il classait le numéro 3. Il fait des TEDx et tout, tu m'as montré tout à l'heure. Ouais, le gars, c'est... C'est une perle, et en même temps, la gentillesse, la modestie de la personne, c'est un peu ça ce qui l'humilité et tout. Hein. Et il est super gentil. Quand tu le vois, tu te dis, bon, ce monsieur-là, c'est une personne ordinaire. Donc, ce qu'il a dans sa cervelle en termes de connaissances sécurité, c'est hallucinant. C'est un peu Shamir Amir. C'est là on voit l'intérêt de faire des conférences, assister à des talks et tout. J'ai appris énormément. J'ai partagé plein d'informations, plein d'idées concernant la sécurité en cloud et dans le domaine digital en général. Mais en même temps, j'ai appris énormément avec ces personnes-là. Top. Franchement, c'est une chance. Hein. Ouais. Et c'est une richesse.
Ah, c'est clair, c'est clair. Du coup, si on résume, il me reste un peu de temps. Donc, Faisal maintenant, si on dit, c'est qui Faisal? Actuellement, c'est un architecte cloud qui s'intéresse aux cybersécurité et aux AI et aux données, mais plutôt dans le côté sécurité. Mais qui a un background, pardon. Qui m'aide à creuser un peu plus. Voilà, où je touche à tout et j'ai touché à tout. Maintenant, je me spécialise sur un truc. Voilà, c'est vraiment inspirant en fait. Hein. En tout cas, merci pour ce partage. Avec un grand plaisir. Je pense qu'il faut un troisième partie. T'as pas tout dit aussi, hein? Ouais. Après, surtout un peu, je reprends un peu tes mots qui est le fait que si j'arrive à inspirer une petite partie des jeunes qui n'ont pas forcément réussi leurs études, leur parcours, ce qu'ils voulaient faire, c'est déjà énorme pour moi. Parce que c'est assez important. J'avais une vision dans ma tête. Je dirais pas j'ai raté, mais ça n'a pas réussi. J'étais détruit à. Non, mais tu cherchais le truc. Mais à un certain moment. Tu l'as trouvé. Tu le trouves. Et quand tu le trouves, le fait de capitaliser sur tout ce parcours-là te donne disons un peu une chance un peu plus que d'autres. On est d'accord. Tu as un plus, c'est sûr. En tout cas, un grand merci pour toi. Merci à vous. Merci Faisal. On finit sur un petit message pour la jeunesse ou pas? C'est un petit conseil à donner, allez, aux jeunes qui nous écoutent. Alors, et aux moins jeunes aussi. Hein. Pas tout le monde, hein, aussi, ouais. Voilà. Parce que les conseils, tu vois, ça peut être très... mais... Non. Alors, je dirais deux choses. Ne jamais rester dans leur zone de confort. Et deux, ne jamais arrêter d'apprendre. Parce que ce qui me dérange le plus dans la jeunesse, je généralise pas, mais c'est juste un petit conseil. Certaines personnes, on va dire. Ça fait... C'est le fait avec le fait d'avoir des moteurs de recherche, on tape et on a un résultat. Déjà, ça a tué la lecture dans ma génération ou la génération juste avant, c'était les bibliothèques. C'était plus difficile. Un grand bouquin pour comprendre une petite partie. Aujourd'hui, avec l'Internet, ça facilite les choses, mais on commence à lire moins. Ouais. Et là, aujourd'hui, avec ChatGPT, avec plein d'autres technologies qui sont bien, moi, je ne suis pas contre. À l'inverse, j'aime énormément un peu les nouvelles technologies. Mais je vois de moins en moins de gens, d'accord, qui font une lecture pour apprendre, et surtout apprendre des choses qui ne sont pas forcément dans leur domaine. On a mentionné ça dans le premier épisode, c'est le fait de ne pas lire que dans le domaine. Si tu es un médecin, il ne faut pas lire que les bouquins de médecine, il faut s'ouvrir un peu d'autres. Et ça, malheureusement, je commence à le sentir et le voir de moins en moins, surtout que faites gaffe sur le fait de faire confiance à une information qui vient d'un réseau social. Et ça, c'est important. Parce que oui, c'est bien de capter l'information parce que c'est plus simple d'avoir les informations de cette manière-là que de chercher. Mais il faut toujours vérifier et lire et apprendre. Parce que si on n'apprend pas, on peut avoir plein d'informations qui sont erronées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, il faut filtrer. Effectivement. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort et s'ouvrir. Très bon conseil. En tout cas, un grand merci pour toi, Faisal. Je pense qu'on va se revoir, sûrement, pour d'autres sujets. En tout cas, c'était passionnant. Merci à toi, Moumen. Merci, Ahmed. Merci, Faisal. En tout cas, merci à vous. Abonnez-vous, parce que on a eu la chance d'avoir des retours d'expérience. Dites-nous ce que vous en pensez par commentaire. Abonnez-vous et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao. Ciao. Salut.